Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la co-gérante chez CPRAM d'un fonds dédié à la disruption. On dit le nom de ce fonds? Comment il s'appelle? CPR Invest, Global Disruptive Opportunities. J'adore les fonds. Oui, vous pouvez relever le micro. Oui, je peux relever peut-être, voilà le micro. J'adore les noms des fonds, c'est toujours à rallonge, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes Exactement. sur la thématique de la disruption. Alors, c'est quoi en bon français la disruption? En bon français, la disruption, c'est l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, on l'a définit chez nous comme un nouveau service ou un nouveau produit qui pourrait être moins cher, plus simple, plus pratique. Uber, par exemple, qui vient disrupter le marché du taxi. Exactement. Free, à l'époque, Iliad, qui a disrupté le marché de la téléphonie. Donc oui, on a quelques exemples passés qui sont des exemples d'innovation de rupture. Donc ça veut dire que c'est souvent dans la techno? Alors, souvent dans la techno, je dirais oui, aujourd'hui, c'est souvent dans la techno. Mais en fait, l'innovation de rupture prend naissance dans la technologie, mais a des impacts dans tous les secteurs de l'économie. On peut prendre un exemple? Alors, un exemple, la disruption ou l'innovation de rupture, dans la technologie, c'est le cloud, par exemple. C'est donc une nouvelle façon de stocker les données. Mais la disruption dans la santé, c'est l'immuno-oncologie, une nouvelle façon de traiter le cancer. La disruption dans l'industrie, c'est la robotique. Et la disruption dans la Terre, c'est le stockage de l'énergie, le travail, l'innovation dans le stockage de l'énergie, justement pour nous permettre d'utiliser des énergies renouvelables. Mais à chaque fois, ça part de la technologie. Ce que vous dites, c'est que si Carrefour demain utilise une solution technologique, c'est pas de la technologie pure, c'est de la distribution améliorée. Alors, bien entendu, oui, c'est vrai qu'à la base de l'innovation de rupture, il y a la technologie. Il y a les progrès que nous avons faits qui ont révolutionné l'utilisation dans la technologie. Mais vous pouvez aller beaucoup plus en aval de la chaîne de valeur. Exactement. C'est-à-dire que cette technologie nous offre des progrès dans tous les secteurs de l'économie et ce sont ces progrès-là, cette innovation, cette rupture dont nous voulons bénéficier. J'imagine que c'est très américain. Alors c'est très américain, oui, parce qu'on a une profondeur de marché importante. Donc le fonds a 78% de son investissement aujourd'hui sur des valeurs américaines. Mais là aussi, c'est à ce moment, c'est actuellement. On peut imaginer que dans les années à venir, on ait de plus en plus d'innovation de rupture, de valeurs d'innovation de rupture en Europe et également dans les pays émergents. On l'espère. Donc 80% aux États-Unis, les 20% restants, c'est où? Principalement en Europe, avec un tout petit peu d'émergents et un peu de Japon également. Est-ce qu'on peut prendre des exemples de valeurs disruptives que vous avez dans ce portefeuille? Alors oui, on a des exemples que l'on peut partager avec vous. Il y a PayPal que nous avons en tête. C'est plus un perdreau de l'année, PayPal. C'est pas voilà. Alors justement, la disruption, ce qui est intéressant, et c'est le cas de notre fonds, c'est qu'on est extrêmement diversifié. Qu'on ne veut pas investir seulement dans un fonds monothème, un fonds sur la technologie ou sur la biotech. On veut investir dans la disruption sur tous les secteurs. Et on veut aussi investir dans la disruption sur tous les profils de valeur. Donc des profils de valeur, ça peut être des valeurs plutôt matures, comme Google, effectivement, comme Apple ou Amazon, comme justement PayPal qui en fait partie, donc des valeurs qui sont matures dans le service, dans les paiements en ligne et sur lesquelles on peut investir, mais qui offrent un avantage important, c'est que financièrement, ils sont beaucoup plus stables. Et donc ça, c'est intéressant. Et on peut aussi investir dans des valeurs beaucoup plus innovantes. Là, je citerai plutôt Marvell Technologies, qui justement travaille dans les semi-conducteurs pour le stockage de données, donc dans le big data, et qui est une valeur très intéressante aussi. C'est pas les Avengers, Marvell Technologies. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec les Avengers. Même si les mondes peuvent se rapprocher. D'accord. Exactement. D'autres valeurs peut-être que vous voulez mettre en avant comment est-ce que vous les dénichez d'ailleurs, ces valeurs Alors, comment on les déniche? Quels sont vos critères, vos lunettes en fait? Alors nos lunettes, ce sont les lunettes de tout bon financier aujourd'hui, de tout bon analyste fondamental. Donc comment on les déniche? Déjà au sein de l'équipe de gestion et de la plateforme de gestion thématique au sein de CPRAM. Donc nous sommes 12 gérants, nous travaillons sur des thématiques bien spécifiques avec une expertise, puisqu'on a en moyenne tous plus de 20 ans d'expérience. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On a une expertise que l'on partage au sein donc de notre équipe. Nous avons la chance d'avoir des analystes financiers au sein du groupe Amundi dont nous bénéficions. Mais vos critères, parce que ça c'est toutes vos équipes. Ce sont nos équipes. Les critères justement c'est quoi? On doit répondre à la définition. Une société doit répondre à cette définition de disruption. Mais est-ce que tout ce qui est disruptif est forcément créateur de valeur ou sera forcément dans votre fonds? Je prends l'exemple de Lyft, qui est un concurrent d'Uber, qui vient de s'introduire en bourse. Oui. Vous l'avez acheté? Non. Non.
Non, non. Donc vous ne prenez pas tout ce qui est disruptif? Non, bien entendu. On a un univers disruptif qui est bien plus large que ce que nous avons en portefeuille, bien entendu. Et nous ne prenons pas tout, non, parce que effectivement, il faut être raisonnable. Et je pense que ça, c'est peut-être un biais que nous avons aussi, c'est d'aller rechercher des valeurs d'innovation de rupture, pas forcément à n'importe quel prix. Ce qui nous fait être quelquefois ne pas être positionné sur l'ensemble des GAFA quand on suppose, ou en tout cas on imagine qu'elles sont trop fortement valorisées, ce qui nous fait également prendre des profits régulièrement dès qu'une valeur atteint un niveau de valorisation qui nous semble exagéré. Et ce qui nous fait investir, il y a une réelle discipline. Donc, mais c'est à la base un choix fondamental. À propos de prix, ça me fait penser au marché, notamment aux États-Unis, au Nasdaq, qui est à son plus haut historique quasiment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard? Ça va continuer? Est-ce qu'il faut... On en parlait un peu avec Jonathan, mais quelle est votre position? Effectivement, le Nasdaq a très bien performé. Le fonds n'est pas un fonds tech. Le fonds est un fonds investi en partie sur l'économie digitale, qui n'est pas que de la technologie, qui représente un peu plus de 50% du portefeuille, mais également dans la santé, avec plus de 20% du portefeuille, dans l'industrie, plus de 10%, et dans la terre, également autour de 10%. Donc ce n'est pas qu'un fonds technologique. Nous avons un suivi de nos positions qui est rigoureux, avec un potentiel de hausse du cours de bourse de l'ensemble de nos titres rigoureux. Donc ça ne vous inquiète pas que le Nasdaq soit plus haut? Mais écoutez, fin 2018, notre potentiel de hausse était de 45% pour l'ensemble du portefeuille. Aujourd'hui, effectivement, il n'est plus de 45%, il est de 27%. Donc oui, entre-temps, on a eu une très forte hausse du Nasdaq, une très belle performance des marchés, certes. Néanmoins, dans cette activité, dans ce portefeuille, il reste encore un potentiel d'appréciation du cours de bourse, d'après nos calculs et nos cours de bourse prévus, prévisions de cours de bourse, d'aujourd'hui de 27%. On finit avec quelques chiffres, les encours et les performances, justement, passées cette fois. Alors, les encours, 1,5 milliard, c'est un fonds qui a été lancé fin 2016, en décembre 2016. Donc c'est une belle collecte. Donc, c'est une très belle collecte sur ce fonds. Et les performances, alors les performances cette année, depuis le début de l'année, on affiche de très belles performances puisqu'on est à plus 27% de hausse en net et en absolu. Et en 2018, qui était une année difficile? Plus difficile en 2018, avec un très beau début d'année et une seconde partie d'année plus difficile, effectivement. On a affiché une baisse de 8% de performance, ce qui a fait suite à une année 2017 exceptionnelle aussi, puisqu'on a une hausse de 13% en 2017. On n'a pas parlé de votre maison, CPRAM, mais il faut peut-être en dire un mot aussi. Alors CPRAM, c'est une société, une filiale à 100% du groupe Amundi. C'est une société qui depuis, qui est une société de gestion, et c'est une société dans laquelle j'évolue depuis 3 ans maintenant, puisque nous avons décidé, le groupe Amundi a décidé de loger son expertise thématique au sein de CPR Asset Management fin 2015. Et depuis, nous travaillons donc, nous avons créé cette équipe thématique, de gestion thématique action, et nous sommes 12 gérants, et nous gérons un peu plus de 9 milliards aujourd'hui. Merci beaucoup Estelle Ménard de nous avoir présenté ce fonds. Je vous laisse le nommer à nouveau. CPR Invest, Global Disruptive Opportunities. Voilà, vous pouvez vous repasser la bande plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris la première fois. Merci beaucoup Estelle, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Placement.